Bonjour à tous et à toutes et à tous. Et merci de nous rejoindre pour cette table ronde organisée par Nomor à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu ce dimanche 8 mars. Nous avons souhaité profiter de cette occasion pour aborder un sujet qui traverse aujourd'hui de très nombreux projets dans les organisations, à savoir l'adoption des outils digitaux et plus largement la dimension humaine de la transformation. On parle beaucoup de technologie, de plateformes, d'outils ou d'innovation, mais derrière ces projets, il y a avant tout des équipes, des pratiques de travail et des organisations qui doivent évoluer. Et c'est précisément cette réalité du terrain que nous allons explorer aujourd'hui au travers du regard et des expériences de professionnels engagés qui accompagnent ces transformations au quotidien. Pour démarrer, je vais laisser vous présenter. Donc aujourd'hui, nous avons Ségolène Carrère, Karen Greff et Ilham Riadi qui travaillent toutes les trois dans la conduite du changement. Donc je vais vous laisser l'une après l'autre vous présenter. Karen, Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Karen Greff, je suis dans le conseil depuis 22 ans et je me suis spécialisée dans la conduite du changement, mais pas que. C'est devenu vraiment mon fer de lance et aujourd'hui, je développe une offre au sein de mon cabinet Rhapsody Conseil, ce qui ajoute une dimension ultra intéressante au métier de consultante en mission. Donc, je suis très heureuse de cette invitation. Merci à Nomor pour cette sollicitation. de rien, c'est un plaisir. Ilham, Bonjour à tous, je m'appelle Ilham Riadi, je suis consultante digital learning chez Altissima. Altissima Group, qui est une entreprise spécialisée dans la formation digitale depuis 20 ans, qui travaille autant sur des sujets de conseil et d'implémentation d'outils RH, SIRH, LMS, d'administration de plateformes et puis aussi de construction de formations sur mesure, que ce soit des formations présentielles ou des formations e-learning. Et je travaille dans ce domaine-là depuis une quinzaine d'années. J'accompagne en ce moment principalement des acteurs du retail et de l'industrie sur la mise en place d'outils de formation et d'outils RH de façon générale, des LMS et des TMS. Et merci beaucoup, Julien, effectivement, pour cette invitation. merci à vous, Ilham, d'être présent. Bonjour à tous, c'est Ségolène Carrère. Je travaille chez Havas Media Network, qui est une agence média sur la place parisienne et présent dans à peu près tous les grands pays. Nous mettons à disposition toutes les solutions médias pour répondre aux besoins publicitaires des marques. Et mon rôle en tant que change manager est d'accompagner le programme de transformation qui anime le groupe depuis 1 an et demi maintenant, qui vise à revoir et refondre nos processus, nos méthodes de travail et également nos outils digitaux pour pouvoir standardiser et harmoniser au maximum ce qui est possible et s'inscrire dans le temps de l'avenir, le temps de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Et merci beaucoup Julien, je suis ravie de rencontrer Ilham et Karen. Mais merci à toutes les trois d'avoir répondu positivement à cette invitation. Nous allons pouvoir démarrer. Donc déjà, première question de cadrage. Quand on parle d'adoption digitale, qu'est-ce que ça recoupe concrètement dans votre quotidien et dans les projets que vous accompagnez? Alors, je vais laisser Ilham répondre en premier, peut-être. Oui, ça revêt en fait plusieurs choses. Mon objectif vraiment au quotidien, c'est de m'assurer que les utilisateurs des outils RH que j'accompagne se sentent réellement d'un côté autonome et confiants dans l'usage de leur application et de m'assurer effectivement que le taux d'usage est assez proche toujours de l'usage attendu. Donc, faire toujours en sorte que ce soit dans les dispositifs qu'on met en place, des formations, dans les accompagnements au changement sur les nouveaux outils, faire en sorte que l'apprenant, donc le salarié lambda, le manager derrière son écran ou derrière son téléphone, parce qu'il y a aussi les usages de plus en plus mobiles, soit en effet plutôt vraiment pleinement satisfait de son expérience d'usage. C'est vraiment dans ce sens-là que pour moi l'adoption prend forme. Donc s'assurer toujours que l'apprenant au final soit satisfait de son usage, de son expérience, qu'elle réponde à ses besoins pratiques terrain au quotidien. Très bien. Donc, c'est vraiment centré autour de l'expérience utilisateur.
Exactement, Ce qu'on oui. appelle aujourd'hui la DEX, donc la Digital Employee Experience, quelque chose qui est central dans la conduite du changement. Karen, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre Non, expérience. mais Ilham, je te rejoins complètement sur l'expérience utilisateur. Pour moi, c'est la clé d'entrée d'une démarche change. Être dans leur quotidien et leur faire comprendre les changements dans leur quotidien. Je trouve qu'on va de plus en plus d'ailleurs dans la personnalisation des parcours utilisateurs Mm. pour que vraiment ils comprennent le sens du changement pour eux-mêmes en fait. On va vraiment de plus en plus vers cette démarche-là et aujourd'hui je trouve qu'on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Merci Karen. Ségolène. Et moi, j'irais même un petit peu plus loin. Aujourd'hui, tous les sujets sont presque digitaux et même au-delà d'une expérience utilisateur qui s'enrichit et qui s'agentise aussi à l'ère de l'IA. Je me rends compte aujourd'hui dans des pratiques change qu'on est de plus en plus confronté à une organisation également qui doit s'adapter en son cœur à tous ces nouveaux usages et qu'un parcours utilisateur qui se pouvait être très plutôt siloté par équipe a aujourd'hui volonté à complètement se sortir de ce contexte et à se dimensionner plus à un niveau même organisationnel que on pouvait l'avoir à un niveau plus métier auparavant. Merci Ségolène. Effectivement, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est de plus en plus central, c'est la dimension stratégique et organisationnelle des entreprises. C'est quelque chose que nous allons voir par la suite. Alors, donc quand on parle de transformation digitale, la conversation se focalise souvent sur les outils, les plateformes, les solutions technologiques, les nouvelles fonctionnalités. Et dans la réalité des organisations, en fait, la réussite de ces projets repose beaucoup sur des éléments beaucoup plus humains, à savoir les usages, vous en avez parlé, les habitudes de travail, la manière dont les équipes comprennent et s'approprient les outils, et entre la manière dont un outil est pensé ou conçu et la manière dont il est réellement utilisé sur le terrain, on se rend compte qu'il y a très souvent un décalage. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Dans les projets que vous accompagnez, quel est le principal écart que vous observez entre l'outil tel qu'il est imaginé au départ, tel qu'il est pensé par les décideurs, les stratèges dans les organisations, et son usage réel au quotidien dans les équipes? Peut-être Ségolène, vous pouvez démarrer parce que vous aviez l'air lancé sur ça. Oui, et ben, il reste encore des écarts. On a beau mettre le doigt dessus depuis de nombreuses années et de vouloir faire co-construire des solutions digitales avec les utilisateurs finaux, on se rend compte toujours que le produit qui est livré ne répond pas entièrement aux besoins ou de manière partielle. Et on se rend compte aussi à l'usage que ce qui est challengeant pour un rôle de change manager dans l'adoption et qui aussi facilite ces fameuses résistances au changement, c'est cette capacité à faire du test and learn. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup d'outils qui sortent dans mon entreprise ne sont pas parfaits sur les débuts, ne sont peut-être pas très user-friendly et on se confronte tout de suite à des refus, des rejets, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à faire comprendre la capacité évolutive que peut revêtir un outil, qu'on a toujours envie d'avoir tout de suite, c'est aussi un peu la société d'aujourd'hui. Et on gâche un peu des fois le potentiel technologique qu'on peut apporter si on n'arrive pas à enclencher cette évolutivité dans la manière d'adopter le digital et nos outils. Ouais, je peux rajouter un point à ce que vous dites, Ségolène. Effectivement, en fait, de façon générale, j'ai trouvé, en fait, en intervenant sur différentes tailles de projets, hein, autant à l'international que des populations plus petites, c'est que du coup, le constat, c'est qu'au final, l'UX n'est pas idéal.
on se retrouve, enfin, l'expérience n'est pas simple. Et au départ, ce qu'ont pensé les chefs d'orchestre de l'organisation, en voulant mettre parfois répondre à plusieurs besoins et donc mettre en place plusieurs fonctionnalités, ça noie en fait au final l'utilisateur final. Et donc on se retrouve avec des fonctionnalités avancées qui ont été au départ parfois conçues pour répondre à plusieurs cas d'usage, mais que les utilisateurs se perdent et finalement on n'utilise que peut-être 20-30% de l'outil. Tout ça dans un contexte où on a envie de répondre, on a conscience, en fait, les managers ont conscience, les directeurs ont conscience des différents cas d'usage, mais effectivement, parfois, ça arrive qu'ils mettent en place des fonctionnalités beaucoup plus avancées et au final, l'utilisateur n'utilise qu'une partie parce qu'il prend ce qui est le plus simple au final. Ouais, effectivement, quand on va dans le détail de l'outil, on se révèle tous les cas particuliers quelque part qu'on n'a pas pu balayer de manière exhaustive. C'est pour ça que dans mon approche, j'aime bien avoir d'abord une approche processus avant de rentrer dans l'outil. Ça, c'est une conviction forte que j'ai, c'est à partir du moment où l'utilisateur comprend les méthodes de travail, les interactions qu'il a avec ses collègues, avec ses différents départements. Déjà, il a un parcours plus fluide, alors ça rejoint l'UX, hein, il a bien évidemment quelque part, parce que on parle de parcours encore utilisateur, mais à partir du moment où il a la big picture quelque part, dans l'outil, ça va forcément être plus fluide. Mais le message que je passe après, c'est par la communication. On ne pourra pas garantir 100% de tous vos cas particuliers. Et j'aime beaucoup cette conception du test and learn. Effectivement, ça rejoint une approche prototype que je mets souvent en place. C'est la meilleure des approches, à mon sens, pour se rapprocher de cette cible. Voilà, je suis d'accord avec toi. Merci à toutes les trois. Et du coup, cet échange que vous venez d'avoir, qui est très intéressant, m'amène à une question un peu plus large, en fait. Du coup, qu'est-ce qui freine l'adoption aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est plus la technologie elle-même, l'organisation, plutôt la dimension humaine liée au changement, c'est-à-dire ces freins naturels qu'on peut avoir, changement, le manque de connaissances finalement sur les modifications que peut apporter le nouveau dimensionnement d'une organisation, la mise en place d'un outil. Voilà, pour vous, qu'est-ce qui est vraiment le moteur, ou plutôt le frein, à l'adoption digitale? La quête de sens, il faut que le changement ait du sens pour les personnes, en fait. Aujourd'hui, C'est vraiment la dimension humaine, en fait, c'est ça. Oui, vraiment plus axé sur l'humain. Quand on arrive notamment dans les grands groupes, il y a pléthore de projets un peu partout, donc c'est difficile de retrouver du sens quand un nouveau projet arrive. Et je pense que c'est le rôle de l'accompagnant du changement, c'est de donner ce sens. Et je rejoins Karen sur cette dynamique et aussi un peu ce que disait Ilan en introduction. On a aujourd'hui cette multiplicité de projets qui s'ajoutent les uns aux autres. On se retrouve avec des encombrements cognitifs qui sont difficiles à accompagner. Et un nouvel outil aussi bon ou imparfait qu'il puisse être se retrouve noyé et revenir au processus est une des clés. Mais pas que, je me rends compte aussi qu'il y a aussi une conjoncture avec la culture d'entreprise. On peut se retrouver aussi à accompagner des équipes qui ne sont pas habituées à se retrouver dans des phases d'usage de nouveaux outils ou d'évolution qui sont pas très curieuses, qui vont se servir peut-être que partiellement de ce que le changement peut leur apporter. Et on se retrouve sur une adoption très partielle et qui doit se faire au cas par cas et qui nécessite forcément de se réadapter et de se réinventer au quotidien. Merci beaucoup pour ces échanges extrêmement intéressants sur cette question. D'ailleurs, vous avez plus ou moins répondu en partie à la question suivante. Est-ce que vous avez en tête un exemple de projet sur lequel vous avez travaillé qui met en avant cette difficulté et qui met en avant cet écart entre ce qui était imaginé au préalable et ce que vous avez constaté sur le terrain, au fil de l'eau, de la mise en place de ce processus d'adoption?
De mon côté, j'en ai eu plein des exemples. Autant sur d'un côté, en fait, dans un grand groupe industriel, c'était vraiment la personnalisation excessive du SI qui a vraiment compliqué l'usage réel. Et donc, du coup, on en arrive à ce que trop de fonctionnalités tout, tue parfois un peu l'efficacité. Et d'un autre côté, j'ai eu des cas aussi où vraiment c'était le manque de mise à plat en fait de processus de départ et de co-construction avec le terrain qui a fait que du coup l'adoption n'a pas pu aboutir, tout simplement à cause de ça. C'est un mauvais démarrage, en fait. Une mauvaise mise à plat des process au départ, pas assez de co-construction, pas assez de test and learn au départ avec le terrain, qui ont du coup fait. Enfin, quand un projet aussi complexe de mise en place dans ici démarre sur des mauvaises bases, bah, le rattrapage derrière est quand même beaucoup plus dur et beaucoup plus long. Donc ça rejoint ce que vous disiez, Karen, au départ, hein. En fait, c'est vous, votre approche, c'est déjà de faire un diagnostic très précis des besoins et de la manière dont les collaborateurs travaillent au quotidien et abordent les différents processus. Et derrière, en fonction de ce qu'on a analysé, quels sont les outils adaptés, en fonction de ces processus, de ces usages au quotidien. Oui, il y a cette dimension et puis une dimension qu'on n'a peut-être pas encore abordée. Je pense au sponsorship en fait. Si le projet il n'est pas porté par le haut, clairement, il manque de légitimité. Et donc déjà, si on n'a pas cette case de cocher, on part déjà sur les mauvaises rails. Moi, c'est souvent l'écueil que j'ai observé pour répondre à ta question première. Voilà, c'est le premier exemple qui me vient en tête, parce que c'est malheureusement le plus fréquent que j'ai rencontré. Et ça, et je rajouterais aussi le manque de dispo des relais métiers, parce que souvent les relais métiers, on leur confie ce rôle en plus de leur travail du quotidien. Et donc, c'est vraiment pas évident pour eux de s'impliquer dans un rôle qui est consommateur de temps, très clairement, quoi. Donc, mauvais diagnostic, pas de sponsorship adapté. Mm. Ségolène, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose? C'est vraiment très très aligné avec tout ce qui a été dit et effectivement sur sponsorship, c'est aussi montrer l'exemple, faire un peu le rôle modèle quand on veut mettre en place quelque chose qui bouscule un peu notre réalité du quotidien, c'est se dire que l'exemplarité va aussi venir d'en haut et pas exclusivement des plus opérationnels qui sont généralement les plus impactés par ce que l'on mène en projet de transformation. Très bien. Ça me permet du coup d'introduire la suite. Donc ce décalage entre l'outil tel qu'il est conçu, son usage réel, est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux projets de transformation digitale. Vous en avez fait la démonstration. Les technologies sont aujourd'hui très performantes, des solutions sont nombreuses, les investissements sont très importants, et pourtant, dans certains cas, les projets ne produisent pas les effets attendus. De nombreuses études démontrent que entre ce qui est considéré comme critique au sein des organisations et la maîtrise réelle post-déploiement de solutions ou de processus adaptés montre qu'il y a un décalage qui est très important. Donc, du coup, dans vos expériences respectives, ces situations vous ont appris sur la manière d'accompagner les outils, c'est-à-dire sur les projets qui n'ont pas répondu aux attentes? Voilà, qu'est-ce que vous en avez retiré pour justement mieux comprendre et mieux appréhender les projets à venir? Karen en a parlé, effectivement, je pense, si je devais en citer deux, trois facteurs d'aide à la réussite. Un, effectivement, bah, le sponsorship et la portée, en fait, la vision que va porter la direction sur un changement au sein de l'organisation. Donc, la vision, le sponsorship, le relais, la communication. Quand je parle de relais, je parle autant des relais métiers que des managers de proximité, qui sont au final les relayeurs finaux, qui vont accompagner leurs équipes et garantir leur performance, leur bien-être au quotidien. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu un mix de tout ça. Et je rajouterais pour l'adoption d'un outil en tant que tel,
Moi, j'ai été amenée à repenser le format de training, justement, en rapport avec la courbe de l'oubli. Parce que si vous formez des personnes à un outil et pendant la formation, il est au top, 4 semaines après, il a oublié plus de la moitié de ce que vous lui avez raconté. Donc, c'est vrai qu'à mon sens, ces moments synchrones sont indispensables. Et c'est pour ça que je les réoriente plus autour des usages métiers. Par contre, le clic dans l'outil doit être, à mon sens, impérativement digitalisé. Et le GPS fait partie d'une des solutions, je trouve, vraiment pertinente pour ça, parce que le e-learning est intéressant, certes, aussi, notamment pour les newcomers, etc. Mais le GPS est moins consommateur de temps et il est mis à disposition de l'environnement de la personne. Donc vraiment, moi, j'ai une forte conviction là-dessus pour l'appropriation. Je dirais, on donne la béquille au end-user quelque part, quoi. Merci pour ces éléments de réponse. Du coup, on passe à la suite. Quand on parle de transformation, on met souvent en avant donc, les projets, les technologies. Mais dans la réalité des organisations, l'adoption repose souvent sur les personnes ou les rôles. C'est ce que je disais en préambule. Le responsable métier, les équipes de formation, les change managers, les référents internes et les ambassadeurs. Des acteurs qui jouent un rôle essentiel pour faire vivre les outils dans les organisations et accompagner les équipes dans leurs nouvelles pratiques. Et donc, du coup, ça mène à la question suivante. Dans votre expérience, qui porte réellement l'adoption des outils? Est-ce que c'est la personne qui est en charge du sponsorship? Est-ce que c'est vraiment celui qui a les clés de la bourse, entre guillemets? Est-ce que ce sont les managers opérationnels qui s'occupent du déploiement? Voilà, vous, dans vos expériences terrain, les différents projets que vous avez accompagnés, quels étaient les différents acteurs vraiment qui étaient associés, qui étaient la pierre angulaire de ces sujets d'adoption? Les rôles de métier. Ouais, complètement. Donc, c'est vraiment la partie sponsor, ceux qui font le lien entre les différentes composantes de l'entreprise et qui assurent de manière transverse, finalement, la réussite du projet. Oui, c'est sur ces personnes-là, enfin en tout cas aujourd'hui dans mon entreprise, on va s'appuyer dès l'onboarding du collaborateur et c'est eux qui vont faire passer les bons messages et les bonnes clés d'adoption d'un outil par rapport à un usage métier. Et c'est eux également qui vont faire le relais entre ces usages outils et ce qu'on est en capacité ensuite de transformer. C'est vraiment ces personnes-là qu'il faut, entre guillemets, chouchouter parce qu'ils sont vraiment au milieu de toutes ces stratégies d'accompagnement. Très bien. Ilham, peut-être vous avez un rôle un peu terrain, donc... Ouais, dans les exemples de clients retail que j'accompagne, il y a un rôle assez... il y a bien sûr les équipes formation qui sont appliquées, mais au quotidien, c'est quand même en magasin, c'est le responsable du point de vente. Donc, ça va être vraiment le responsable du point de vente qui aura vraiment ce rôle clé d'accompagnement au changement, en s'appuyant toujours d'un côté sur l'équipe formation, mais aussi sur l'équipe commerciale. Qui du coup va avoir effectivement il s'appuie sur l'équipe formation pour les outils, voilà on va dire les outils d'accompagnement, mais l'équipe commerciale va venir aussi avec la dimension plus business, s'assurer que le chiffre d'affaires et les éléments avancent, le commerce avance, mais en intégrant et la dimension outils et la dimension formation. Donc, dans cet exemple-là, j'ai un peu ces trois acteurs-là qui communiquent entre eux et qui s'assurent du coup que le conseiller, la conseillère terrain, au final, a bien tous les outils en main. Très bien, merci. Karen, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est vrai, sur les relais métiers, j'étais en train de penser à une mission que je suis en train de faire, justement. Typiquement, vous voyez, sur l'acculturation se fait autour des sujets, des usages métiers. Et pour la partie outils, on digitalise. Pour autant, on fait quand même un train the trainer avec les relais
pour assurer ce rôle de relais. Donc, on rajoute une couche supplémentaire pour ces personnes-là, pour sécuriser. Et on forme juste ces personnes-là. D'accord. Vous les formez quelque part parce qu'à la pédagogie. Voilà. Donc, En plus, c'est plus économe pour le client. Enfin, vraiment, Mais ça me fait penser. Pardon, Karine. allez-y, Liam. Je disais, ça me fait penser aux formations de formateurs. C'est-à-dire qu'en même temps que. C'est ça. Du coup, en même temps, effectivement, qu'on a formé l'utilisateur final, mais nos relais et les formateurs par la suite qui vont prendre le relais au quotidien, les former également aussi, ne serait-ce pas qu'à l'outil, mais aussi à la pédagogie, à la façon d'amener le changement, de monter en compétences, d'être à l'écoute. Donc, ça revêt tous ces éléments-là. Parce qu'au-delà d'être du côté opérationnel de la formation, ils sont aussi prescripteurs. Ils doivent assurer dans le temps la conviction du bien fondé de la mise en place de ces processus, des programmes d'adoption, etc. Donc, ils ont, au-delà vraiment du rôle de formateur pur, il faut qu'ils aient ce côté pédagogique qui permette d'aligner tout le monde sur ses besoins et ses objectifs. Du coup, ça amène cette question, quel rôle ou quelle compétence vous semble aujourd'hui encore sous-estimée dans les projets de transfo et dans les projets d'adoption? Si vous deviez énumérer une compétence aujourd'hui qui est stratégique et qui vous semble sous-estimée? Moi, c'est un écueil que j'ai vu sur pas mal de projets. Le change, c'est souvent la partie qu'on négocie quand même. Donc, c'est l'écueil ici qui est à ce niveau-là pour moi. On n'a pas besoin d'une stratégie. Le change, c'est facile. Alors oui, c'est pas compliqué, c'est complexe en fait. C'est le maître mot à mon sens. L'écueil pour moi, c'est celui-là. On a parlé de pédagogie. Après, je pense qu'au niveau terrain, il y a beaucoup de choses. Enfin, il peut y avoir le sens vraiment de l'écoute, mais active. L'intelligence collective, on a parlé de co-construction, de test and learn, mais je pense que l'intelligence collective, vraiment, pour en même temps avoir un sens de l'écoute terrain, pour justement pouvoir remonter ce qui ne marche pas, ce qui marche bien, et reconstruire et réadapter les dispositifs derrière par la suite. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que vient de dire Karen quelque part? Cette Oui, tout à fait. méconnaissance finalement des enjeux liés au change. Et finalement, tout ça, c'est un manque d'intelligence collective. C'est ne pas vouloir comprendre que mes enjeux, ils sont liés aussi aux intérêts des autres, en dessous, finalement, dans les équipes, dans les BU, dans les métiers plus opérationnels. Et finalement, cet alignement doit être cadré autour d'une conduite du changement qui est pérenne, qui est transverse et qui est comprise de tous. Tout à fait. Ouais, j'ajouterais, je suis totalement alignée avec tout ce qui a été dit précédemment. Et il y a aussi quelque chose qui peine à se faire, en tout cas dans mon organisation aujourd'hui, c'est valoriser les petits pas et les petites victoires. On a très tendance à facilement mettre en visibilité ce qui est hyper tangible et hyper concret en termes de résultats, de ROI. Mais pour autant, il y a plein d'étapes qui sont nécessaires et indispensables pour y arriver. Et quand on parle d'outils digitaux, ne serait-ce que les phases de test and learn qui sont très souvent apprendre par l'échec, aujourd'hui sont très peu visibles et mériteraient de mettre en avant tous les efforts de co-construction qui ont pu être menés jusqu'à présent et les personnes qui sont impliquées à ces étapes-là. Très intéressant, effectivement. C'est difficile très souvent d'aligner une vision stratégique globale et donc des objectifs finalement qui sont pas tout de suite tangibles, c'est à moyen long terme avec ce que vous dites, Ségolène. C'est qu'à un moment donné, pour y arriver, il faut savoir aussi se satisfaire des différentes étapes que l'on passe, que l'on transforme, afin d'arriver à cet objectif plus global. Et finalement, Karen, la conduite du changement, quelque part, c'est un peu ça. C'est avoir une vision stratégique globale et en même temps savoir connaître un peu les différents pas que l'on doit transformer, différentes étapes que l'on doit transformer,
et savoir les valoriser auprès à la fois des équipes et de la direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vous ai laissé un peu. bien Ouais, je vais peut-être reformuler ta question. Julien. Non, ce que je disais, en fait, c'est que quelque part aussi dans la conduite du changement, l'idée, c'est un peu de faire aligner des petits objectifs mis bout à bout avec l'objectif stratégique global de l'entreprise qui est d'obtenir un tel niveau de productivité sur tel outil, assurer. Pardon? Tu peux dire décliner les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels, en fait. C'est ça. Au bout des changements. Ça rejoint, je pense, c'est quand même ce que tu racontais sur les petits pas, en fait. C'est comme ça que je le perçois aussi dans ma démarche prototype, pour ma part. Très bien. Et du coup, avez-vous parfois le sentiment que ce travail d'accompagnement de l'adoption reste relativement peu visible ou peu reconnu dans les organisations? C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, finalement, un sponsorship pas mis en place correctement, un manque d'intelligence collective ou un manque d'écoute, ben finalement, est-ce que c'est pas c'est une forme de frustration, un sentiment que le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur? Quel est votre sentiment dans vos expériences respectives? Je vais rebondir sur ce que disait Ségolène. En fait, je me rends compte que du coup, parfois, les KPI de mesure d'adoption sont parfois trop techniques. Donc, on va parler de taux d'engagement, de taux, voilà, de taux de connexion, de taux de complétion, enfin, technique, enfin, dans ce sens. Mais au final, il y a très peu d'indicateurs qualitatifs. Si on veut mesurer par exemple les pas à pas, le degré d'adoption par exemple, ou les mesures avant-après, je trouve qu'effectivement parfois vu que les KPI sont parfois, selon moi, trop techniques, ça enlève en fait ça empêche de voir le réel avancement dans l'adoption d'un projet. Moi, je pense que ça dépend de la taille du client. Oui. Forcément, quand c'est chez un petit client, bah, c'est beaucoup plus visible et concret. Ouais. Dans les grands groupes, ça paraît tout de suite beaucoup plus diffus. C'est plus difficile de rendre voilà, visible justement les actions conduites du changement. Et ça tient à quoi, d'après vous, Karen? La taille de l'entreprise, qui rejoint aussi le point qu'on abordait tout à l'heure, à dire il y a plusieurs projets en même temps, donc c'est un peu cette peut-être confusion dans les. C'est un peu notre garde-fou, je trouve, quand on intervient dans des grands groupes, c'est veiller à éviter une confusion dans les communications, notamment. Je sors un peu du prisme training, justement. Mais c'est par ce biais qu'on est visible sur les actions conduites du changement. Donc, c'est pas forcément un projet, c'est-à-dire qu'un projet de conduite du changement, enfin un projet de transformation numérique ou d'adoption sur un SI, dans un grand groupe, il va être scopé sur une partie de la population et pas forcément sur toutes. Donc il peut y avoir des biais du plan de la communication en disant voilà, ça dépend que d'eux et pas de nous. On n'est pas forcément en interaction avec ces gens-là, donc on n'a pas un intérêt finalement à comprendre les enjeux liés à l'adoption de tel ou tel outil. Oui, certains sujets sont forcément cloisonnés, je te rejoins, effectivement. Oui, je rejoins là-dessus, c'est tout un degré de légitimité sur la conduite du changement. Elle est menée, par qui elle est menée, qui la représente, qui la sponsorise. C'est vrai que suivant les tailles d'entreprises dans lesquelles on se situe, ces rôles ne sont pas forcément au même niveau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être portée directement par mon codir et donc la résonance change a plus d'impact que si elle était portée qu'à un niveau business unit.
Et ça fait vraiment une différence aujourd'hui sur la portée des messages et la sphère d'influence que peut avoir les actions change. Et in fine, à mettre en valeur et à désinvisibiliser tout ce qui peut être fait sur l'accompagnement. Très bien. De ce que je comprends, ce que j'entends de ce que vous dites toutes, c'est qu'il y a un réel problème, un réel enjeu autour de la gouvernance qui porte les projets et quelle est la stratégie d'un point de vue gouvernance autour de ce projet-là. J'ai l'impression que c'est vraiment central, c'est une thématique centrale autour de la réussite d'un projet de transformation digitale. Donc ça m'amène du coup au dernier sujet qu'on va aborder, qui est quand même un sujet central de cette table ronde. Aujourd'hui, les femmes restent encore relativement sous-représentées dans les métiers technologiques. Elles représentent environ 19% des spécialistes de l'IT en Europe, dans les entreprises en Europe, selon la Commission européenne. Pourtant, dans de nombreux projets, et vous avez l'exemple type, on retrouve très souvent des femmes dans des rôles clés liés à l'accompagnement des usages, la conduite du changement ou la coordination entre les métiers et la technologie. Donc, du coup, c'est la question suivante. Est-ce que votre posture, votre expérience de femme, selon vous, influencé votre manière d'accompagner l'adoption et la transformation des organisations? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui accompagnent le changement. Il y a quand même... Les chiffres sont assez parlants, très clairement. Je sais pas, peut-être parce qu'on a une appétence plus, je sais pas, en empathie. Je sais pas quoi c'est dur, honnêtement. Pour les stats techniques, je dirais que c'est une question d'appétence de sujet, tout simplement. Enfin, sur mon point de vue, j'ai pas observé plus d'années d'expérience. Je pense que Ségolène et Ilan, mais de changement, tu vois, de proportion quelque part homme-femme dans la conduite du changement, ça a toujours été une majorité de femmes. Alors qu'il y a des hommes qui Oui, effectivement, et cette histoire de genre, elle n'a pas forcément de racines. C'est vrai que il n'y a pas une compétence qui serait plus féminine qu'une autre. Alors effectivement, présent dans les métiers technologiques, on peut effectivement se poser la question de l'attrait du développement pour les femmes. Mais dans ce qui est dans la capacité à déployer et accompagner le changement, les postures que l'on peut retrouver de mon expérience, le fait d'avoir été une femme n'a pas été un atout ou un désavantage. C'est vraiment, et là on se rejoint sur comment on met en place le changement. Une fois que le sens est donné et que l'histoire qui se raconte autour de ce sens fait résonance, on est en totale capacité de dérouler les différentes méthodologies et accompagnement, formation qui vont bien. Pour autant, la diversité des interlocuteurs sur les outils digitaux n'a pas grand impact, en tout cas, dans mon quotidien. Oui, pareil, complètement d'accord. Je partage le même point de vue. Donc, du coup, est-ce que vous avez quand même rencontré des situations où il a fallu davantage faire ses preuves pour être entendu sur ces sujets ou non, pas du tout? Je n'ai pas l'impression que le fait d'être une femme, c'est à un moment donné jouer un rôle dans un sens comme dans l'autre, quoi. Il n'y a pas de lien entre le genre finalement, le fait que vous soyez en minorité ou en majorité dans vos métiers. Je n'ai pas l'impression que c'est une incidence sur la manière de conduire vos différents projets, vos différentes actions dans vos métiers respectifs. Non, et même en intervenant dans des secteurs d'activité à dominance masculine, pour ma part, je ne me suis pas sentie mal à l'aise ou pas à ma place. Et je suis intervenue dans des secteurs où vraiment à grande majorité masculine, que ce soit dans le milieu de la boucherie ou de l'industrie. Donc, voilà, pour donner des exemples. Non, je ne vois pas trop l'impact non plus là-dessus. Ce qui est une bonne nouvelle. Bah oui, c'est une bonne chose. on évolue positivement. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a aidé à prendre votre place dans un environnement parfois très technique ou très structuré? Je vais peut-être vous donner la parole, Karen, parce que vous avez beaucoup travaillé dans des projets à forte dimension industrielle, technique. Peut-être que vous avez justement des éléments de réponse sur ce sujet. Moi, les difficultés que j'ai éventuellement rencontrées, c'était plus mes débuts de consultante. Je vais vous donner une anecdote assez rigolote d'un négociateur international dont j'étais le nom du client, évidemment, qui, je devais avoir 19 ans quand je suis arrivée. Il m'a dit ah, je te préviens, j'aime pas les consultantes, j'aime pas les jeunes et j'aime pas les femmes. Voilà. Et ce type de personnalité, franchement, c'est complètement anecdotique. Je n'ai jamais re-rencontré quelqu'un de ce type-là. Et puis au final, ça s'est bien terminé. Parce que c'était quelqu'un qui avait besoin de voir que le travail était efficace. Et la relation s'est transformée. Le début était difficile. Et peut-être qu'il y a une évolution des mœurs là-dessus, je ne sais pas, je ne me considère pas experte en la matière. C'est un Cet exemple-là, vous voyez, je n'ai pas eu de. Voilà. Je crois que la seule, pareil, un peu comme Karine, une fois, au tout début, où c'était mes débuts et je venais de sortir d'école et mon premier poste et j'allais animer une formation sur un outil de paye, donc une formation qui vient. Et effectivement, les gens étaient étonnés de mon âge et se demandaient si j'allais être forcément compétente. Mais voilà, mais après, je connaissais mon sujet, j'avais bien révisé, j'avais bien préparé mes formations. C'était pas une toute première mission. Et voilà, je pense que c'était plus lié à l'âge que le fait que je sois une femme. Il y a le fait aussi que quand on est jeune, on a peut-être, enfin, ça dépend des profils, je suis toujours très prudente sur les généralités, on est peut-être moins confiant quand même quand on arrive en clientèle. Et donc forcément, on attire ce genre peut-être, je ne sais pas, de remarques avec la seniorité, on gagne en expertise forcément, et donc on est plus Oui. convaincant quelque part. Enfin, voilà, c'est un peu l'analyse que j'en fais à chaud, quoi. Je vous rejoins parce que moi, je suis pas une femme, je suis un homme, mais j'ai eu affaire aux mêmes problématiques que vous au début de ma carrière. Donc, je pense effectivement il y a peut-être une forme comment dire, d'aversion par rapport aux jeunes pour certaines personnes dans certains métiers, en se disant tout de suite avoir l'argument de dire il n'a pas d'expérience, donc il est plus à même à faire des erreurs sur tel ou tel sujet. Donc, je vous rejoins sur ce point-là. Et donc, effectivement, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est plutôt lié. On va faire une journée internationale des jeunes, je sais pas. Non, mais c'est ça. Effectivement, ce serait intéressant de travailler le sujet en faisant confronter peut-être des personnes plus expertes avec une certaine seniorité et des jeunes sur les mêmes métiers. Vous me donnez une idée pour une prochaine table ronde. Écoutez, on arrive à la fin de notre table ronde. Un grand merci à toutes les trois d'être intervenues, d'avoir répondu en toute sincérité à ces questions-là. Merci également à tous ceux qui nous suivent via LinkedIn. Si vous souhaitez prolonger un peu plus la discussion, approfondir les sujets, vous pouvez retrouver nos contenus et nos témoignages sur la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous contacter directement via notre site No More et prendre contact avec l'un de nos experts. Donc, je vous enjoins à scanner le QR code qui est visible là à l'écran et de nous contacter si le besoin vous en faisait ressentir. Voilà. Merci à toutes les trois encore une fois. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci Karine, merci Ségolène. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.